Alors bonjour à tous. Euh, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de ce cours-là qui, vous le savez, cette année va se donner à distance malheureusement. Alors en revanche, l'avantage c'est qu'on est un peu mieux préparé et que donc on va vous proposer, et en tout cas je peux vous proposer dans le cadre de ce cours-ci DRT 10103, droit du commerce électronique, une structure et une organisation qui a été réfléchie suivant des méthodes qui ont été partagées par un certain nombre de mes collègues et donc qui vont nous accompagner durant cette session de l'automne 2020, durant les 13 séances que nous devons avoir ensemble. Alors dans le cadre de ce premier cours, je vais vous faire un certain nombre de capsules. En fait, pour l'instant, j'en ai cédulé une petite vingtaine, 18 ou 19. Et cette première capsule est une capsule vraiment de présentation du cours, euh, capsule dont j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard, euh, enfin mardi prochain quand on va se voir le 25 août. Alors, si vous voulez bien, dans le cadre de cette capsule-là, je voudrais vous parler des 5 éléments suivants, donc le déroulement, le calendrier, les sites web que l'on utilise, évidemment les modalités d'évaluation et enfin la matière que nous allons voir tous ensemble. Alors, le déroulement, d'abord, comme je vous le disais, il va y avoir deux parties dans le cadre de ce cours-là. En premier lieu, il va y avoir une partie que je vais qualifier d'asynchrone, c'est-à-dire qu'on va vous remettre du matériel avant le cours, au minimum la veille au soir, matériel qui sera constitué de lectures, ça vous les avez déjà, mais également de capsules vidéo, dont celle-ci. Capsules vidéo qui vont vous présenter en quelques minutes le contenu du cours. Alors, des fois, il y en aura une seule, des fois, il y en aura deux, voire trois dans certains cours. Donc, cette partie asynchrone donnera lieu ensuite à une partie synchrone qui correspondra au mardi à 13h. Mardi 13h, où pour chacun de ces cours, je vous enverrai une invitation Zoom pour que l'on se réunisse de manière synchrone, donc tous ensemble, et sur lesquels, je dirais, le cours sera pas magistral, mais ce sera beaucoup basé sur un rôle d'animation de ma part et un rôle de questionnement ou d'intervention de votre part en fonction des vidéos et des lectures que vous aurez fait. Il y aura donc ces deux étapes sur le plan strictement temporel. Toujours sur le déroulement aussi, je pense qu'il est important de vous dire que forcément, on va se voir le mardi, tous les mardis durant la session, mais je n'aurai pas le choix, puis ça va me faire plaisir, de faire un suivi plus personnalisé, qui pourra se faire par courriel, par téléphone si c'est plus compliqué à vous expliquer, par texto éventuellement, ou voire par Zoom. Si jamais vous me posez une question, soit sur l'évaluation, soit sur la matière en tant que telle, j'aurai l'occasion éventuellement de vous j'envoie une invitation Zoom, puis on se parle 5 minutes, et puis la question est réglée. Sur la partie synchrone, j'ai oublié de vous dire, je m'en excuse, nous avons normalement, comme toujours dans tous les cours de l'université de 3 crédits, on a 3 heures de cours. Je pense que les cours seront plus courts parce que c'est plus compliqué de tenir 3 heures devant un écran. Et puis, dans la mesure aussi où il y aura une partie du travail qui aura constitué de vidéos au préalable. Donc, je pense que les cours seront plus d'1h30 ou éventuellement 2 heures, dépendamment de la matière, dépendamment des questions, dépendamment des lectures, de la profondeur des lectures que vous aurez pu faire. Donc, voilà globalement sur le déroulement. Quelques mots sur le calendrier. Alors, puis je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que vous l'avez sous les yeux. Donc, voilà pardon, les 14 séances, enfin 13 si on ne tient pas compte de la semaine de lecture. Voici donc les 13 ou 14 séances qui vont jalonner, je dirais, notre session, encore une fois le mardi à 13h, comme prévu, avec différentes matières sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir
un petit peu plus tard. Vous le verrez, enfin, en troisième lieu, j'utilise beaucoup des sites web. Des sites web, en fait, parce qu'en fait, je fais partie d'un projet qui en propose gratuitement aux profs, mais aussi parce que dans le cadre de l'évaluation, vous allez voir, vous allez écrire du matériel, vous allez produire du matériel, produire des blogs notamment, et ces blogs pourront donner lieu à une publication sur un certain nombre de critères, pourront donner lieu à une publication sur différents sites. Donc, je vais vous inviter à être un peu agile sur la veille à faire sur ces sites web, égard à des nouveaux publications qui pourraient y aller. Et sur les sites web, en fait, sur les sites, pas uniquement web d'ailleurs, mais que je vous invite à voir, ben, il y en a minimalement 5 que je vous invite à visiter régulièrement. Alors, en premier lieu, il y a Studium, bon, cet intranet sur lequel, en fait, que je vais pas vraiment utiliser a priori parce que l'ensemble du contenu, même vidéo, va être disponible sur mon site web, j'y reviendrai. Mais Studium, je l'utilise beaucoup, et vous, ce sera la même chose pour communiquer entre nous. Donc, quand j'ai des nouvelles à vous envoyer, comme par exemple cette vidéo, je vais l'envoyer, je vais vous envoyer un courriel pour vous dire qu'elle est disponible sur le site web, sur mon site web. Donc c'est plus pour s'envoyer des courriels, et ça peut être collectif ou individuel. Donc n'hésitez pas à me contacter par ce biais-là ou par mon courriel, mais notamment par Studium. Également sur Studium, je vais potentiellement mettre de la doctrine qui est protégée par le droit d'auteur et que j'ai pas le droit de divulguer de manière libre sur un site. Donc Studium est à peu près limité à ces deux aspects-là, et principalement le premier qui est une capacité de vous envoyer des courriels à tous. Le deuxième site, c'est Gautrey.com, et je vous invite à aller le voir parce que quand vous cliquez sur l'onglet cours, vous verrez dans la colonne de gauche, en fait, qu'il y a un onglet qui s'intitule DRT 103 automne 2020. Et là-dessus, vous aurez les modalités d'évaluation, vous aurez la matière traitée, le contenu rendu disponible pour chacune des séances. Donc c'est un site que je vous invite à voir régulièrement, d'autant que j'essaye de le mettre à jour quand il y a une nouvelle publication, quand il y a une nouvelle mention dans la presse. J'essaye de le rendre un petit peu animé, un petit peu changeant. Il y a un autre site que je vous invite à aller voir, c'est Droit du Net, car c'est d'abord sur ce site-là que les blogs que vous avez à écrire dans le cadre de l'évaluation du DRT 3103, les blogs seront publiés sous votre nom. Donc, j'y reviendrai, mais quand vous allez confectionner un blog, ce blog-là, sous votre nom évidemment, va être mis en ligne, à charge pour chacun des étudiants de ce cours-là, éventuellement de faire des commentaires, d'appréciation ou des compléments d'information par le biais des commentaires que vous pouvez laisser en bas de la page. Donc, je vous invite à aller visiter Droit du Net, encore une fois, qui me permet, encore une fois, de rendre public les meilleurs blogs de l'ensemble des étudiants de la classe. Outre Droit du Net, il y a un site auquel je vous référerai, qui est le site lccjti.ca, LCJTI étant l'abréviation pour loi concernant le cadre juridique des technologies d'information, loi dont je vais vous parler dans un cadre d'un cours, et puis aussi dans le cadre de 2 autres cours sur la preuve. Donc c'est une loi importante qui a modifié le Code civil, qui de surcroît est dans une perspective en ce moment de potentielle réforme. Donc je voudrais évoquer ce texte-là. Sur lcj.ca, on essaye de mettre à jour tous les jurisprudences, la doctrine qui traitent de ces textes-là. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ce qui s'y passe sur ce site. Dernier site que je réfère, parce qu'on va y arriver, on a 2 cours sur la consommation en ligne, et c'est un site qui est cofinancé avec l'éditeur Sokige qui nous donne des résumés
de jurisprudence, résumé de jurisprudence qui traite de la consommation. Donc, il est relativement à jour parce que Sokige, à tous les ans ou 2 fois par an, nous envoie plusieurs dizaines de résumés de jurisprudence directement liés à la consommation et à l'application de la loi sur la protection du consommateur. C'est des 180 sites que nous gérons, c'est le site qui de très loin génère le plus de visites. Il y a pas loin de 100 000 visiteurs uniques par année qui vont voir ce site-là. Donc voilà sur les sites, puis j'aurai l'occasion durant les séances du mardi d'éventuellement de vous en citer d'autres. Maintenant, j'aimerais vous parler, parce qu'évidemment ça vous intéresse au plus haut point, comment l'évaluation de ce cours va s'opérer et comment en fait cette évaluation, eu égard au contexte de cours à distance, a évolué pour s'assurer en fait que le contrôle de l'acquisition des connaissances puisse se faire, et puis vous inciter à nous rendre des bons travaux qui, j'espère, seront pour plusieurs publiés sur les sites en question. Alors sur l'évaluation, vous le voyez, il y a 5 modes distincts d'évaluation qui sont les suivants, et j'aimerais en fait les traiter les uns après les autres. Alors d'une part, et ça fait plus de 10 ans que j'utilise ce système de notation, d'évaluation, c'est je vous invite à écrire des blogs qui sont des courts billets, des courts textes de 1, 2, 3, parfois 4 pages, mais j'ai rarement plus, sur un élément d'actualité. Donc j'aime beaucoup ce mode d'évaluation, donc chaque blog comptant pour 10%, parce que ça vous oblige à suivre l'actualité du droit du commerce électronique, dans un domaine comme le commerce électronique, mais comme les questions de preuve, les questions de consommation, des contrats en ligne, des questions de sécurité, des questions éventuellement, même si on n'en traite pas dans ce cours-ci, de propriété intellectuelle, de vie privée assurément. Donc je vous invite à suivre l'actualité, et notamment par Twitter, que j'évoquerai un peu plus tard, mais de suivre l'actualité et puis de traiter juridiquement d'un sujet d'actualité avec des sources juridiques. C'est à peu près les 3 grands critères qui vont faire qu'un blog est bon. C'est que, 1, il faut qu'il soit relativement d'actualité, et puis ça, je parle d'un sujet qui date de 2 heures jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7 jours, mais pas plus généralement. Deuxième critère, il faut qu'il y ait des sources juridiques, donc il faut que vous puissiez traiter juridiquement de ce sujet-là avec des sources qui peuvent être une loi, qui peuvent être une jurisprudence. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser des articles de journaux qui démarrent la discussion, mais après, j'aimerais que vous assimiliez et que vous identifiez dans ce sujet-là une source juridique, que ce soit une loi, une jurisprudence, que ce soit un élément de doctrine, ou que ce soit éventuellement même une norme technique ou un rapport, peu importe, mais il faut qu'il y ait une source un peu juridique. Source juridique d'ailleurs que vous pourrez mettre en exergue dans votre document en utilisant le mode citation pour dire tel auteur a dit ceci, telle jurisprudence a dit cela, telle loi dans tel article prévoit, dispose de tel élément, etc. Donc, c'est un petit apprentissage qui, au début, va requérir, vous le verrez, beaucoup d'interactions avec moi-même. Donc, vous m'envoyez par courriel votre projet, et puis je vous donne des critiques dans les 48 heures, même dans les 24 heures généralement, surtout au début. Et puis ces critiques, dépendamment de l'ampleur des critiques, c'est de dire c'est très bien, mais rajouter tel élément, densifier par exemple l'élément juridique. Ou des fois, je peux vous le mettre en ligne sur droit.net directement. Évidemment, à votre nom. Et après, je vous mets en contact avec un de mes assistants qui va le mettre en ligne. On vous demande une photo de vous-même, si vous êtes d'accord. Et on demande aussi une photo libre de droit auquel on pourrait associer à votre billet de blog, exactement comme ça se fait sur le droit du net. Je vous invite à aller voir des exemples
de billets qui ont été publiés les années précédentes. Alors, par expérience, je ne publie pas tous les billets que vous me présentez parce que je veux faire un tri éditorial, un tri strictement qualitatif. Généralement, j'en publie peut-être un peu plus d'un tiers 40%, mais il n'y a pas d'attente il n'y a pas de nécessité en fait de publier vos billets, mais par contre, il arrivera, surtout au début, en fait, que je vous demande de densifier votre billet, de l'améliorer, pour que on puisse ensuite le mettre en ligne. Alors voilà sur les billets de blog, puis je vous garantis les 3-4 premières séances, on va en reparler à chaque séance, parce que d'une part, on va je commenterai les blogs qui ont été publiés, mais aussi pour vous dire, bah, tiens, tel, vous avez vu dans la presse, ça c'était un sujet potentiel de blog, il y a eu telle décision qui a été rendue, c'était un sujet potentiel de blog. Donc, on aura l'occasion de parler de ce mode d'évaluation, parce que c'est un moyen de parler de l'actualité dans le droit du commerce électronique qui est quotidienne, qui est florissante. Il y a à tous les jours, à presque tous les jours, des éléments au Québec ou ailleurs, des éléments qui traitent de cette réalité-là. Donc voilà pour les billets de blog. Je voudrais, oui, peut-être le seul élément que je voudrais rajouter, c'est que peut-être pour avoir une meilleure idée, j'ai déjà écrit dans un ouvrage dirigé par deux collègues, Pierre Neureau et Emmanuel Bernheim, un court texte qui s'appelle Le professeur et le blog, et j'en ai une version un peu plus longue d'ailleurs qui est disponible sur mon site web, que je vous invite à lire, où j'explique en fait que écrire un blog, c'est pas écrire exactement de la même manière qu'un papier normal. C'est une nouvelle forme d'écriture très basée sur la spontanéité. C'est une nouvelle forme d'écriture qui est moins empoulée, sans doute plus authentique. Et c'est aussi un nouveau contexte de communication, car si j'ai commencé les blogs au départ en bloguant moi-même, maintenant je fais davantage bloguer les étudiants. Et je trouve que c'est un bon moyen pour se positionner, pour se faire connaître aussi sur un thème qui vous est cher, en lien avec le commerce électronique évidemment. Donc le premier point, 30%, donc 3 blogs de 10%, c'est les blogs. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots sur la participation, qui est 10%, et cette année, alors j'ai toujours eu cette participation de 10%, mais cette année, elle est particulièrement importante parce que, comme je vous disais, la partie synchrone du mardi à 13h, durant la session, va impliquer que vous soyez plus actif, parce que je vous aurai donné des lectures au préalable, parce que je vais avoir ce rôle d'animation, notamment avec des capsules vidéo que je vous soumettrai avant chaque cours. Donc cette participation, elle est importante, et puis je dirais que c'est un peu une clé de la réussite de ce cours-là. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose, je pense qu'il faut faire ce rôle de préparation préalable pour chaque mardi. Et ça aussi, j'y reviendrai assurément. Je vais vous parler du troisième mode d'évaluation maintenant, qui est Twitter. Twitter, qui est en fait là encore un mode d'évaluation que j'utilise depuis plus de 10 ans. J'oblige donc les étudiants à avoir un compte, et si vous voulez pas mettre votre photo et votre nom, vous pouvez avoir un pseudo, mais faites-le moi savoir, m'envoyez un courriel pour vous dire c'est quoi votre pseudo pour que je puisse vous suivre. Et pourquoi Twitter? Parce que si vous suivez les gens que je suis, puis je suis pas énormément de gens, moi j'ai un compte Twitter depuis 12 ans maintenant, je pense, 2008, mais je suis pas tant de monde que ça. Et puis il y a toujours des gens que je suis, des praticiens, des collègues dans le domaine du droit du commerce électronique. Et quand vous suivez ces gens-là, c'est le meilleur moyen de suivre l'actualité. Parce que, et puis là je dis n'importe quoi, mais si par exemple il y a quelque chose de nouveau sur les logiciels de traçage, Pierre-Luc Désiel, qui a travaillé là-dessus à l'Université Laval, qui est prof à Laval, il va sans doute tweeter à ce sujet-là. S'il y a quelque chose qui provient de la CAI en matière de vie privée, il y a de grandes chances que Louis Gratton va en parler sur son compte Twitter.
Si suite à un de ces éléments d'actualité, justement, il y a quelqu'un qui écrit un billet, un blog, ben, pareil, ça va passer via mon fil Twitter. Donc, suivez un petit peu certaines personnes que je suis moi-même, et puis d'autres évidemment, et puis vous verrez, vous aurez comme ça une banque pour être au fait de tout ce qui se passe d'actuel dans le domaine du droit du commerce électronique. Donc, je vous demande d'être un peu actif. Alors, pas écrire vous-même forcément les billets, mais par exemple, retweeter ce que d'autres ont déjà fait. Et là encore, j'aurais peut-être passerai quelques moments. À un moment donné, je partagerai mon écran mardi prochain pour vous montrer comment on se crée ce compte-là, comment on écrit ce compte-là, etc. Donc ça, c'est pour 10% de la note finale. Les deux derniers modes d'évaluation, le débat et le take-home, sont en fait interreliés. Le débat, en fait, c'est que je vais vous demander, lors des 2 dernières séances, de faire une courte présentation de 10 minutes sur un sujet en lien avec le commerce électronique que vous aurez choisi. Sujet qui sera le même que votre take-home, qui est un travail de 10 à 15 pages, que vous devez faire, le tout pour une remise vers la fin, autour du 20 décembre. Le débat, en fait, c'est pour vous obliger un petit peu à l'avance de réfléchir sur votre sujet et de présenter comment vous allez organiser vos idées en 10 minutes maximum. Et ça peut être de manière synchrone, donc durant la conférence. Éventuellement, je vous autorise à partager votre écran si vous utilisez un PowerPoint, mais c'est même pas nécessaire. Si vous préférez aussi, vous pouvez m'envoyer par quelques moyens que ce soit, notamment WeTransfer, une vidéo où vous êtes enregistré, mais j'aimerais que ce soit pas plus que 10 minutes. Où vous présentez votre sujet. Et vous présentez votre sujet et vous expliquez les points que vous voulez traiter dans le take-home que vous allez rendre globalement un mois plus tard. Donc, ce débat-là pourra aussi donner l'occasion de commentaires de ma part ou de commentaires à la suite par les étudiants eux-mêmes s'ils ont des questions ou des commentaires sur votre présentation. J'avais omis ce mode d'évaluation que j'utilisais il y a presque 20 ans, mais je l'avais oublié parce que j'avais trop de matière. Puis là, à cause du contexte pandémique, j'ai décidé qu'il y aurait 2 cours qui seraient associés à cette présentation de votre part, en sachant que le sujet de votre débat et donc de votre take-home donnera lieu à une validation de ma part. Donc, vous m'enverrez durant la session, et pas trop tard idéalement, une proposition de sujet, et je le validerai, alors non pas pour vous empêcher de travailler sur un sujet quelconque, mais simplement m'assurer que vous pouvez traiter ça soit en 10 minutes, soit en 10-15 pages. 10 minutes pour le débat, 10-15 pages pour le take-home, parce que vous ne pouvez pas évidemment traiter de la vie privée numérique. En 10 minutes, c'est pas possible, et en 10-15 pages, c'est pas possible non plus. Donc, je vous demanderai de choisir un sujet le plus précis possible. Puis, je vous donne sur le site web cotteret.com, je vous donne des exemples, de sujets que vous pourriez avoir. Ça peut être un article d'une loi, ça peut être une jurisprudence récente ou pas. Ça peut être un point excessivement précis, je dis n'importe quoi, les enjeux juridiques de la reconnaissance faciale. Ça peut être l'article 17 de la loi cadre concernant le cadre juridique ou l'info. Ça peut être la jurisprudence Uber, par exemple, qui est sortie, dont on parlera en juin dernier. Trouvez-moi un sujet, quel qu'il soit, dès lors qu'il est en lien avec le commerce électronique, mais je veux m'assurer que c'est un sujet qui est précis. Et généralement, plus les sujets sont précis et meilleurs sont les travaux. Alors, voici en gros ce que je vais dire sur le débat. Sur le take-home maintenant, je vais vous dire que même si certains modes d'évaluation comme Twitter, comme la participation, comme les billets de blog sont assez non conventionnels, sur le take-home, je vous demande quelque chose de très conventionnel, c'est-à-dire un plan. J'aime beaucoup les plans de partie, même s'il n'y a absolument pas une obligation. J'aime beaucoup les notes de votre page, donc donnez vos références. Montrez-moi que vous avez lu des références sur le sujet que vous allez traiter. Alors des fois, il y a des sujets qui s'y prêtent moins parce qu'ils sont tellement au goût du jour qu'il y a eu moins
il y a eu moins de doctrine sur le sujet, mais je veux m'assurer que vous avez fait une bibliothèque évidemment sur Google, parce que c'est un merveilleux mode pour trouver du contenu, mais également à la bibliothèque. Et la bibliothèque est ouverte, en tout cas pour le moment, donc vous avez quand même accès aux bons vieux livres. Alors il y a des procédures à suivre, mais malgré tout, vous pouvez y aller. Et donc c'est important euh, d'avoir cette double type de sources, des sources numériques, mais également des sources plus traditionnelles comme des sources papier. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur l'évaluation. Et ça encore, on aura l'occasion de dire d'autres choses là-dessus, notamment mardi prochain. Alors sur la matière du cours, maintenant, matière du cours, j'ai pas mal changé. Et j'ai pas mal changé en fait le contenu. Et pour combler les 13 séances dont j'occupais, donc il y a cette première séance mardi qui sera une séance d'introduction où on présente le cours, on présente tout ce que je vous donne, tout ce dont je vous parle dans cette première capsule. Mais on va aussi parler un petit peu de manière un tout petit peu théorique sur comment peut-on repenser le numérique au niveau juridique. Comment le numérique, dit différemment, en fait, nous oblige à repenser à bien des égards le droit. Donc là encore, j'aurai pour mardi prochain une petite capsule sur ce sujet-là qui sera assez basique, hein, mais qui évoquera ces éléments-là, notamment en faisant des liens avec la réalité du moment. Je voudrais aussi ensuite, dans un deuxième cours, vous parler des normes qui s'appliquent dans le domaine du numérique. Alors évidemment, il y a des normes formelles comme les lois, la jurisprudence, les contrats qui fonctionnent évidemment très très bien. Mais vous avez aussi des normes moins conventionnelles, et notamment tout ce que je me plais à appeler la lex electronica, c'est-à-dire les normes qui sont liées au domaine du numérique. C'est un domaine qui me plaît bien, sur lequel j'ai fait une partie de ma thèse sur les contrats numériques. Et j'aurai donc une capsule pour tant les aspects formels que sur les aspects plus informels des normes. Ensuite, j'aurai un cours sur les principes fondateurs du droit numérique et j'aimerais revenir avec vous sur deux grands principes, qui est d'une part la neutralité technologique et d'autre part l'équivalence fonctionnelle. Donc deux grands principes qui sont à mon avis assez critiquables. En tout cas, surtout pour la neutralité technologique, peut-être moindrement pour l'équivalence fonctionnelle. Au contraire, non, je pense que c'est un principe intéressant. Et j'aurai des capsules pour chacun de ces éléments-là. Ensuite, j'aimerais vous parler une présentation très générique de la loi cadre. Là encore, j'ai des capsules qui vont être présentées, notamment sur la notion de document, sur la notion d'intégrité, qui est un principe phare au sein de la loi. Peut-être aussi de la signature, qui est un élément pour illustrer peut-être l'équivalence fonctionnelle. J'évoquerai peut-être cet élément-là que l'on trouve dans la loi cadre. J'aurai aussi deux cours. L'an dernier, j'en faisais 4, mais j'ai cru savoir que j'en faisais peut-être un peu trop. Je pourrais vous en faire 8 cours, si vous voulez, sur la preuve, mais j'aurai 2 cours sur la preuve technologique, qui est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement en ce moment, parce que j'ai fini, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a même bientôt 2 ans maintenant, une deuxième édition d'un livre sur ce sujet. Donc, je vous parlerai des grands principes en matière de preuve, puis je vous parlerai aussi des éléments de preuve qui sont modifiés, je dirais, par le numérique. Un cours sur la procédure, comment le code de procédure civile a été partiellement modifié pour intégrer davantage le numérique. Un cours et peut-être plus d'un cours sur le contrat numérique, qui est là aussi une de mes marottes. Et ce serait intéressant parce qu'il y a des éléments très anciens liés au contrat, mais c'est intéressant d'appliquer la notion de contrat, par exemple, à la notion de consentement que l'on trouve sur les applications, dont on parle beaucoup en ce moment, pour éventuellement tracer des gens qui seraient en contact avec
avec le Covid. Donc, vous donnez un exemple où comment le contrat peut entrer en ligne de compte. 2 cours sur la consommation numérique, un cours aussi sur les questions des plateformes. Et dans les plateformes, je vais vous notamment parler de ce droit des plateformes, ces plateformes omniprésentes et avec tous les pouvoirs, qui de plus en plus sont des règles d'imputabilité de plus en plus grandes. Et enfin, les 2 derniers débats dont je vous parlais tout à l'heure. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette première capsule, qui était un test pour moi, et première capsule qui, j'espère, va me permettre de m'améliorer pour ce type d'exercice. Alors on se voit mardi, 13h, une invitation Zoom qui sera envoyée sous peu. Au plaisir.